Je m'appelle Anna, j'ai 24 ans. Je vis dans une ville de taille respectable et je travaille comme barista pour payer les factures, tout en essayant de savoir quoi faire de mon diplôme en psychologie. Je me croyais assez consciente de moi-même, je lisais beaucoup, j'étais souvent en ligne. Je connaissais les dynamiques de pouvoir, le travail émotionnel et les manières subtiles dont la société freine les femmes. Depuis 2 ans, j'étais avec Ken. C'était un homme bien. Et c'était exactement le problème. Il était bien comme un appareil fiable et solide, constant, stable, jamais en panne. Il travaillait dans l'informatique, quelque chose avec des serveurs et des réseaux. Il ne parlait pas de révolutionner les industries ou de bâtir un empire. Il parlait plutôt de passer une certification pour sécuriser son emploi. Notre vie était confortable. Il payait toujours sa part du loyer à temps. Si ma voiture faisait un bruit étrange, il avait déjà googlé le problème avant que je finisse de me plaindre. Les vendredis soirs, c'était pizza et film sur le canapé. Les samedis, nous allions parfois marcher dans le parc ou visiter un musée si je le poussais. Il était gentil. Il m'écoutait me plaindre pendant 1 heure d'un client désagréable ou des remarques passives-agressives de mon manager. Il me massait les pieds sans que je demande. Stable, prévisible, sûr. Et peu à peu, je me sentais enfermée. Mes amis et moi avions de longues discussions autour d'un brunch ou d'un verre de vin bon marché. Nous étions toutes dans la vingtaine, conscientes de la pression pour devenir quelque chose de plus. Nous parlions carrière, ambition, avenir. Mes amies étaient ambitieuses. L'une voulait lancer sa boutique en ligne, une autre cartonnait en marketing, toujours en train de préparer la prochaine campagne. Elle parlait aussi des hommes qu'elle fréquentait, des entrepreneurs, artistes, coachs, sportifs, avec des réseaux sociaux impressionnants. Des hommes excitants, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Puis elle se tournait vers moi. Et Ken ? Je répondais il est bien. Il a réparé mon ordinateur hier. Un silence poli, légèrement compatissant, s'installait. Je voyais leurs pensées. Je me contentais de quelque chose de moyen. L'idée, d'abord un murmure au fond de ma tête, devint un hurlement. J'étais jeune, intelligente, avec du potentiel. Pourquoi me rattacher à quelqu'un d'aussi moyen ? Il ne me poussait pas à me surpasser. Il semblait parfaitement heureux de notre petite vie tranquille. Moi, je ne l'étais pas. Je voulais plus. Je sentais que je méritais plus. Internet confirmait cette idée. Tous les articles, posts et influenceurs conseillaient aux femmes de ne pas se contenter, de connaître leurs valeurs, de choisir un partenaire à la hauteur de leurs ambitions. Un homme devait être un partenaire de croissance, pas un meuble confortable. Tout ce que Ken faisait se transforma à mes yeux. Ses soirées tranquilles à jouer aux jeux vidéo n'étaient plus du repos après le travail. C'était un manque d'ambition. Sa satisfaction au travail n'était pas de la stabilité, mais une absence d'imagination. Sa gentillesse et son écoute n'étaient pas des signes de soutien, mais d'un homme passif, peureux du conflit. Un type classique de masculinité toxique, mais du genre discret. Le ressentiment grandit sur plusieurs mois comme un poison. Chaque fois qu'il me demandait « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?», j'avais envie de hurler. Tout était ennuyeux, comme lui, comme cette vie. Bien sûr, je ne le faisais jamais. Je souriais et répondais « Bien ». Le point de rupture arriva un mardi. Le week-end précédent, j'avais eu une longue conversation avec mes amies. Elles racontaient une soirée pleine de gens dynamiques et intéressants. Moi, j'étais restée avec Ken pour regarder un documentaire sur la nature. Ce soir-là, je rentre du travail, fatiguée et irritée. Ken est dans le salon, casque sur les oreilles, en train de jouer à un jeu de stratégie avec ses amis en ligne. Il me voit, sourit et fait un petit geste de la main en mimant « Salut, je termine dans 1 minute ». Et quelque chose se brisa en moi. À 25 ans, voilà ce qui excitait Ken, parler à des inconnus au casque en déplaçant des armées virtuelles sur une carte. Je restais dans l'encadrement de la porte, sac sur l'épaule, et tout ce que je voyais, c'était mon futur à 30, 40, 50 ans, assise dans ce même salon, regardant cet homme vieillir devant un écran. Je me dirige vers la chambre et commence à préparer un sac. Pas tout, juste assez pour quelques jours. Il finit sa partie et entre, l'air confus. « Eh, ça va ? Tu sembles silencieuse. » Je ne me retourne pas.
Je plie juste mes chemises et les mets dans le sac. Anna, que se passe-t-il ? Sa voix tremble légèrement. Il sait que quelque chose ne va pas. Je ferme le sac et me tourne vers lui. J'avais répété ce moment dans ma tête, mais pas prévu que ce soit ce soir. Il faut qu'on parle. Ces 4 mots tuent toute relation. Nous nous asseyons sur le bord du lit, à des kilomètres l'un de l'autre. Je lui explique que ça ne marche pas. Je lui dis que je me sens coincée, que j'ai besoin de grandir et que je ne peux pas le faire ici. Il me regarde, complètement abasourdi. Coincée ? Je pensais qu'on était heureux. Qu'ai-je fait ? Dis-moi ce que j'ai mal fait. Je peux arranger ? Pire encore, sa volonté de changer, de se plier à mes attentes, si faibles. Tu n'as rien fait de mal, Ken. C'est ça le problème. Tu ne fais rien. Tu es juste là. Je tente d'utiliser le langage que j'avais appris. Trajectoire de vie non alignée, besoin d'un partenaire qui me stimule intellectuellement et spirituellement. Il ne comprend pas. Il cherche un problème concret à résoudre, comme un bug dans un code. Mais je te soutiens, dit-il, la voix tremblante. Je soutiens tout ce que tu veux faire. Tu veux retourner étudier ? Je t'aide. Lancer ton entreprise ? Je suis ton plus grand fan. Que veux-tu de plus ? Je me lève. Je dois mettre fin à ça rapidement et proprement. Je veux de la passion, de l'ambition. Un homme qui construit un empire, pas qui gère son petit coin du monde. Je le regarde droit dans les yeux. Je veux qu'il comprenne, qu'il voie qu'il n'est pas suffisant. Je mérite mieux, Ken, plus que ça. Je désigne notre petit appartement impeccable, celui qu'il avait aidé à décorer. Le visage lui devient livide. Il comprend enfin. Rien à réparer. Je l'ai jugé et il a échoué. Il ne crie pas. Il ne supplie pas. Il s'assoit, vidé. D'accord, murmure-t-il. J'attrape mon sac et sors, sans me retourner. Les premières semaines furent un flou de liberté enivrante. Je me suis installée sur le canapé d'une amie. C'était comme une aventure. Je racontais mon histoire à tout le monde. Elles étaient toutes admiratives. « Tu es tellement courageuse !» Elle disait qu'il fallait une vraie force pour quitter une situation confortable pour l'inconnu. Je me sentais puissante. J'avais pris le contrôle de mon destin. J'ai trouvé mon propre petit appartement, plus cher, moins joli que celui que je partageais avec Ken, mais il était à moi. Je sortais constamment, bar, galerie, soirée, je faisais du networking, je me mettais en avant. J'ai mis à jour mon profil sur les applications de rencontres, photos de qualité, bio drôle et audacieuse sur le féminisme et la recherche d'un complice pour l'aventure. L'attention était écrasante et j'adorais ça. Pour la première fois, je me sentais protagoniste de ma propre vie. Après un mois de rendez-vous sans importance et de conversations superficielles, j'ai rencontré Zane. C'était dans un bar sur un toit, le genre d'endroit que Ken aurait détesté, trop bruyant, trop cher, trop fréquenté. J'étais là avec quelques amis, il est venu vers nous. Il n'était pas juste beau, il avait un magnétisme incroyable, une confiance tranquille qui se dégageait de lui, tout son entourage semblait se pencher un peu plus vers lui et il se présente, ignorant mes amis et se concentrant uniquement sur moi. Intensité totale. Il investissait surtout dans la tech et la crypto. Beaucoup de mots techniques que je ne comprenais pas, mais il les prononçait avec tant de conviction que je hochais la tête. Il ne parlait pas d'un simple job, il parlait de changer le monde. Il était un architecte du futur. Tout ce que Ken n'était pas. Ambitieux, charismatique, un peu arrogant. Il représentait un vrai défi. Il a pris mon numéro et m'a envoyé un message avant même que je rentre. Notre premier rendez-vous eut lieu 2 jours plus tard. Il m'emmène dans un restaurant que je n'aurais même pas osé regarder. Il commande pour nous 2, sans demander, mais c'était parfait. La conversation était électrisante. Il me posait de grandes questions, mon rêve ultime, ce que je voulais laisser comme héritage. Je lui parle de ma formation en psychologie, de mon intérêt pour le comportement humain. Il ne se contentait pas d'acquiescer comme Ken. Il me challengeait, appelant ça des joutes intellectuelles. Je me sentais vue comme jamais auparavant. Il me disait que j'étais différente des autres femmes, que j'avais un feu en moi, que j'étais trop intelligente pour continuer à servir du café. C'était exactement ce que j'avais désespérément voulu entendre. Le premier mois avec Zane fut un tourbillon. Spontanéité. Message au milieu de la journée. Prépare un sac, on va passer la nuit sur la côte. Générosité. Il venait avec des cadeaux coûteux.
écharpe de créateur, bouteille de vin rare, des choses que Ken aurait jugées frivoles. J'étais euphorique. J'avais réussi, j'avais quitté l'homme stable et ennuyeux pour un homme au sommet. Je me sentais triomphante. Je racontais nos aventures à mes amis, qui me regardaient avec envie. Je croyais avoir gagné. Je pensais rarement à Ken. Quand je le faisais, c'était avec un sentiment de pitié pour sa routine. Mais les fissures apparurent. Zane était catastrophique en communication. Il disparaissait 1 ou 2 jours, puis réapparaissait avec un simple « Hey, semaine chargée, tu m'as manqué », sans explication ni excuse. Si je demandais, il devenait défensif, me traitant de needy. Il avait besoin d'espace pour son travail. Les hommes puissants sont occupés, Anna. Je devais comprendre, et j'essayais. C'était le prix à payer pour sortir avec un homme de son calibre. Il ne serait jamais à ma disposition comme Ken. Il ne voulait jamais juste passer une soirée tranquille à la maison. Il devait sortir pour être vu, performer. Une soirée, je voulais juste prendre un plat à emporter et regarder un film. Il était visiblement agacé. Rester à la maison, c'était faible en énergie. Il avait besoin d'être entouré de gens pour se sentir vivant. Il sortit avec ses amis et je restais seule. Première fois que je ressentais la solitude depuis Ken, je refoulais. C'était de la croissance, apprendre à être indépendante, même en couple. Puis je tombais malade. Une grippe carabinée qui me cloua au lit plusieurs jours. Je texte Zane pour lui dire que je ne pouvais pas le voir ce week-end. Il répondit par un emoji triste et « Prends soin de toi, beaucoup de liquide ». C'est tout. Pas d'appel, pas de sous, pas de vérification. 3 jours à grelotter dans mon lit, misérable et seule. Je repensais à l'époque où j'avais une intoxication alimentaire avec Ken. Il était resté chez moi, avait fait l'aller-retour à la pharmacie, préparé du pain grillé, restait à mes côtés. Une colère fugace envers Zane surgit, mais je la rationalisais. Il est occupé, il a des choses importantes à faire. Je suis une femme forte et indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me soigner. Mais l'excuse me semblait faible, même pour moi. Je commençais à remarquer comment il parlait des autres, surtout des femmes. Chaque ex était folle, manipulatrice ou superficielle. Jamais sa faute. Toujours la victime des instabilités émotionnelles des autres. À l'époque, je voyais ça comme un bon signe. Il avait des standards élevés, ne tolérerait pas le drame. Je me sentais spéciale, la fille sensée, celle qu'il comprenait. Il ne m'avait jamais présentée à son cercle proche. J'avais rencontré quelques connaissances dans des bars, mais jamais ceux qu'il appelait sa vraie bande. Quand je demandais, il disait que le moment n'était pas propice ou qu'ils étaient des sauvages et qu'ils voulaient me protéger. Ça semblait galant, mais ça isolait. Ma vie tournait autour de lui, mais je n'étais qu'une petite partie. Notre relation dura 4 mois, intense, passionnée, superficiellement glamour. Mais sous la surface, je ressentais une anxiété constante, toujours sur le qui-vive, à essayer d'être la copine parfaite, cool, autonome. Je ne me plaignais jamais, ne faisais jamais de demandes, ne paraissais jamais needy. Une performance épuisante. Ce n'était pas le partenariat que j'avais imaginé. C'était une marche sur une corde raide, sans filet. Et la chute arriva plus vite que prévu. La fin de semaine arriva et Zane ne me contacta pas. Ni vendredi, ni samedi. Dimanche, mon anxiété était à son comble. J'ai enfreint ma règle et laissé un message vocal, puis un texto « Tout va bien », aucune réponse. Ma rationalisation commençait à s'effriter. Il n'était pas occupé, il m'ignorait. Une semaine passa, rien, comme s'il avait cessé d'exister. J'ai craqué et regardé ses réseaux sociaux, ce que j'évitais toujours pour ne pas paraître needy. Son dernier post remontait à 2 jours. Une photo de lui sur un bateau avec une autre femme. La légende célébration du prochain chapitre avec ma numéro 1. La femme était magnifique. Bien sûr, elle ressemblait à une influenceuse Instagram. Et juste comme ça, tout était terminé. Aucune conversation, aucun au revoir. J'avais été effacée et le vide qu'il laissait était immense. Pas seulement un cœur brisé, mais une crise d'identité. J'avais construit toute ma valeur sur le fait d'être choisie par un homme comme lui et il m'avait jetée comme un objet. Pour la première fois, j'ai senti la brûlure amère d'avoir été utilisée. L'année suivante fut une spirale descendante.
Je me jetais dans les rencontres avec une énergie désespérée, frénétique. Je tentais de combler le trou en forme de Z dans mon ego. Je devais me prouver que j'étais encore désirable. Mais quelque chose avait changé. La scène des rencontres semblait différente à la fin de ma vingtaine. Les hommes étaient plus désabusés, moi aussi. J'ai multiplié les rendez-vous avec des hommes qui ne parlaient que d'eux-mêmes, des hommes qui cherchaient seulement un coup d'un soir, des hommes qui ne ressemblaient en rien à leurs photos. Je comparais chacun à l'aura de Zayn ou à la gentillesse de Ken. Personne ne tenait la comparaison. Ils décevaient tous d'une manière ou d'une autre. Mes conversations avec mes amies changeaient elles aussi. L'une, toujours celle qui me poussait à vouloir plus, se fiança, son fiancé, un professeur d'histoire stable et gentil. Selon nos anciens critères, un Ken, quand je le soulignais, elle devint défensive. C'est différent. Il est mature, disponible émotionnellement, une bonne personne. Toutes les choses que nous jugions auparavant ennuyeuses étaient devenues des vertus. Une autre amie, celle de la boutique en ligne, sortait maintenant avec un plombier. Propriétaire de sa petite entreprise, travail manuel, fiable. Progressivement, mon cercle d'amies ambitieuses et indépendantes se mariait avec exactement les types d'hommes que nous avions jadis promis d'éviter. Elle ne sortait plus dans des bars bruyants un mardi soir. Elle parlait d'économiser pour un apport, planifier des mariages. Je me sentais laissée pour compte. Mes histoires de rendez-vous ratés et de types peu fiables n'étaient plus des récits amusants de prudence, juste tristes. Je devenais l'amie célibataire, celle pour qui on ressent un peu de pitié. Je me concentrais alors sur ma carrière. J'obtins un poste d'assistante administrative dans un bureau, broyeur d'âme. Le salaire était meilleur que le café, mais je ne faisais que gérer des plannings et des tableaux pour des gens ayant de vraies carrières. Je n'étais pas plus proche de mon empire personnel. En fait, je me sentais plus éloignée que jamais. Ma fin de vingtaine fut un désert de solitude. Je rentrais dans mon petit appartement, mangeais des plats surgelés, scannais les réseaux sociaux, regardant la vie des autres avancer. Les fiançailles, mariages, baby showers de mes anciennes amies, les mariages des amis de Ken, tout cela me frappait. Je devais détourner le regard rapidement. Je pensais plus à Ken que je ne voulais l'admettre. Pas dans l'idée de le récupérer, mais dans un « et si ?» Et si j'étais restée ? Où serions-nous ? Probablement dans une petite maison en banlieue, peut être un chien. Cette pensée m'effrayait autrefois. Maintenant, elle me semblait paisible. Quand j'atteignis 29 ans, le désespoir s'installa. J'avais l'impression d'être en course contre le temps. Mes standards, jadis élevés, étaient tombés. Mon seul vrai critère pour un homme, qu'il soit célibataire et employé. Même cela était difficile à trouver. Je devenais cynique, avec des murs autour de moi, m'attendant à être déçue. Et je l'étais toujours. Je projetais mes expériences passées sur chaque nouveau prétendant. Ma vision du monde s'était durcie. Les rencontres modernes semblaient truquées. Les bons hommes étaient soit pris, soit inexistants. Les autres, joueurs ou étranges. Je devenais amère. Une sensation moche, et je savais qu'elle était peu attirante, mais je ne pouvais pas m'en défaire. Je blâmais tout le monde, hommes, amis, société. Jamais moi-même. Toujours la faute des autres. 5 ans. 5 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté cet appartement. Une éternité. J'étais presque trentenaire, toujours dans un travail que j'aimais pas. Toujours célibataire, dans un petit appartement jamais vraiment chez moi. C'était un dimanche après-midi, quelques mois plus tôt. La météo parfaite, début d'automne, air frais, soleil doux. Je décidais d'aller marcher dans le grand parc du centre-ville. Je m'achetais un café hors de prix et trouvais un banc vide. Je faisais ce que je faisais toujours. Observer les autres, couple main dans la main, famille riant et jouant avec leurs enfants. La solitude me rattrapait, fidèle compagnon. Puis je le vis. Mon cœur s'arrêta. C'était Ken. Il marchait sur le chemin, pas loin de mon banc. Il avait changé, toujours reconnaissable, mais les années lui avaient été favorables. Il était plus mince, plus musclé, posture assurée, une confiance tranquille que je ne lui avais jamais vue. Ses lunettes nerdies avaient disparu, remplacées par une monture stylée. Un homme à l'aise dans sa peau, grown-up. Il n'était pas seul. Une femme marchait à ses côtés, tenant sa main. Elle était jolie, mais naturellement sans artifice.
juste belle. Elle riait à quelque chose qu'il disait, un rire sincère. Il la regardait avec un sourire tendre, doux, oublié. Une vague froide me traversa. Pas seulement de la jalousie, mais un profond sentiment de perte. Il s'approchait, un instant pour décider, détourner le regard, ignorer trop tard. Il leva les yeux, croisa les miens, reconnaissance fugace, puis neutralité polie, le regard que l'on donne à un ancien camarade de lycée. Ils s'arrêtèrent devant mon banc. « Anna », dit-il, sa voix plus grave que dans mes souvenirs. « Salut, ça fait longtemps !» Je dus m'éclaircir la gorge. « Salut, Ken !»« Oui, ça fait. Comment vas-tu ?» Ma voix semblait faible. « Je vais bien », dit-il, et ça se voyait, vraiment bien. Il serra la main de la femme à ses côtés. « Voici Élise », ajouta-t-il, et prononça un mot qui brisa mes dernières illusions. « Ma fiancée », le mot flottait entre nous. « Fiancée ». Élise me sourit. Un sourire sincère, sans suspicion, ni triomphe. « Enchantée », dit-elle. Je marmonnais quelque chose en retour. « On y va », un silence bref, maladroit. Je cherchais désespérément un mot, mais mon esprit était vide. Ken me sauva. « Eh bien, on devrait y aller. Passe une bonne journée, Anna. Toi aussi. » Réussis-je à articuler. Ils reprirent leur chemin, continuant leur conversation comme si rien ne s'était passé. Pour lui, me voir n'était qu'une interruption passagère dans sa vie heureuse. Je restais sur ce banc, mon café oublié dans la main, les observant. Il passa son bras autour d'elle, la rapprochant de lui. Tout était là, l'intimité confortable, les blagues partagées, l'affection facile, tout ce que j'avais abandonné parce que je pensais que c'était ennuyeux. Il n'était pas devenu milliardaire en crypto, ni artiste mondialement célèbre, probablement toujours dans l'IT. Ils avaient sûrement encore des soirées tranquilles, mais il n'était plus le même, il avait grandi. Il avait construit une vie, une belle vie, le genre de vie que je désirais désormais plus que tout. Je restais assise longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que l'air devienne froid. Cette pensée que j'avais refoulée pendant 5 ans refit surface. J'avais cru que je méritais mieux. En le regardant s'éloigner avec Élise, je compris enfin la vérité. Ce n'était pas moi qui méritais mieux. C'était lui.